avec Pierre Novo, qui est professeur de Montréal et il est aussi le président de l'Institut québécois de la justice, qui va nous analyser un peu ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit, et lier un peu tout cet événement, tout ce qui est comment on peut appliquer ou comprendre ou intégrer le changement dans le système. À partir de ce que j'entendrais, et puis quelque chose, je ne sais pas si vous êtes capable de synthétiser. La synthèse, mais la synthèse, c'est pas le résumé. Hein. La synthèse, c'est ce que moi j'ai compris de ce que vous avez dit. Donc, c'est pas différent. C'est ce que j'entends. Je vais d'abord dire qu'on est au congrès de la classe aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le congrès de la classe, ça a longtemps été un congrès de scientifiques au service. Scientifique, même les opinions de vulgarisation juridique, j'en ai parlé avec Yannick Villedieu. À un certain moment, il a dû courir après les scientifiques pour pouvoir avoir quelque chose à dire dans le micro parce que personne ne voulait parler plus. Parce que la communication publique, c'est pas le fort de la recherche en général. Donc, ce que je pense qu'on peut aujourd'hui, et puis l'idée du consortium, c'est le contraire. C'est-à-dire, travaillons les uns avec les autres. La majorité des gens qui sont intervenus aujourd'hui ne sont pas des chercheurs, mais des acteurs. Je crois qu'il faut aller de plus en plus dans ce sens-là. Et à la longue, on y arrive. J'ai pu aider la part pendant 5 ans. Je suis content de voir que toujours on peut tenir un colloque comme celui-ci dans le cadre d'un événement scientifique. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à retenir du point de vue du changement. Alors, je ne suis même pas allumé. Je m'avais entendu quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Et puis, je pourrais faire un grand truc très schématique, très théorique. Je ne crois pas que ce soit le plus utile à cette heure-ci. S'il y avait 5 minutes, c'est important ce qu'on fait ici. Pourquoi ce consortium-là est important? Mais je vais parler, je dirais, essayer de tirer les conclusions de ce qui a été dit. Et ce qui m'a le plus intéressé, un des éléments importants, c'est la question de l'opacité, ce qui vient avec les nouvelles technologies. Un des gros problèmes, c'est que ça devient de plus en plus difficile de savoir en face de quoi on est, de savoir d'où vient l'information, comment elle est construite. Cette opacité-là, elle n'est pas du tout en phase, en tout cas, si on est dans un contexte où on demande aux gens de réfléchir à ce qui permettrait d'investir dans l'avenir, que ce soit en matière d'assurance, que ce soit en matière de placement. Ce sont toutes des situations où on gère le risque. Et l'opacité augmente le risque. De certaine façon, si on le prend uniquement dans l'industrie de l'investissement et dans le domaine financier, ça finit par devenir un problème. Parce que si s'informer devient un risque, vous comprenez que ça devient compliqué d'investir. Et donc, quelque part, l'industrie elle-même est menacée par l'opacité que l'intelligence artificielle impose dans la nature des informations qu'on reçoit, leur validité. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas seulement un effet dans le monde de l'investissement ou dans le choix de l'assurance. Ça joue également dans les questions de démocratie dont on a parlé, parce que la démocratie, ça nécessite que les gens qui sont en train de délibérer font confiance les uns aux autres dans ce qu'ils sont en train de dire. Mais quand on n'est même pas certain qu'on est en train de parler à un individu, peut-être qu'on parle à une machine, ça devient compliqué de croire qu'on est dans un monde où la transparence est la règle, parce que justement, c'est plutôt l'opacité qui est. Cette question d'opacité est donc peut-être la principale menace à la démocratie. Donc, Bengio parle de cette menace à la démocratie. On pense souvent au premier niveau. C'est vrai que la question de la manipulation des élections, c'est le véritable problème, c'est dans nos rapports entre nous, en fait. Parce que la démocratie est construite sur la confiance qu'on se fait mutuellement, qu'on peut discuter et en venir à définir des orientations avec lesquelles on est tous prêts à vivre. Sur le plan personnel, c'est la même chose. La question de l'opacité dans notre rapport à l'information, l'opacité dans la relation avec le conseiller, ça fait partie finalement des risques maintenant qu'on court, que c'est de ne pas pouvoir être en mesure d'avoir réellement et d'être certain de la valeur de l'information qu'on a, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et c'est là que le facteur humain va jouer d'une certaine façon. Parce que cette opacité-là, elle ne peut être dépassée que dans une perspective d'authenticité. La machine n'est pas obligée d'être authentique d'une certaine façon, mais l'humain doit l'être. Et je dirais que d'une certaine façon, pour les praticiens du secteur financier,
cette authenticité-là devient pratiquement la qualité numéro 1. On dit il y a l'humain ou la machine, mais derrière, c'est l'authenticité, en fait, dont on parle. Et la question, souvent, de l'authenticité devient centrale dans la profession, devient un élément central sur le plan déontologique. C'est un nouveau référentiel, en fait. Et il est vraisemblable qu'avec le temps, on va devoir replacer ou redéfinir les exigences déontologiques de la pratique en fonction de l'exigence d'authenticité. Il va y avoir quelque chose que ça impose. Ça va créer un autre axe sur la responsabilité des conseillers. Et dans ce cadre-là, le seul respect des règles sur le plan formel, ce qu'on appelle, un terme très précis pour ça, la conformité, ne sera plus du tout nécessaire, ne sera pas du tout suffisant. Parce qu'on rentre dans un deuxième niveau de responsabilité. C'est la question de l'authenticité. Parce que c'est ça qui ferait la différence entre le conseiller et la machine qui conseille. Et donc, c'est là que finalement, comme disait quelqu'un d'autre, où est ton trésor? C'est où est ton trésor? Dans le cas de l'industrie, le trésor, c'est dans l'authenticité de la personne qui donne le conseil. C'est ça qui le distingue fondamentalement de la machine. Et ça fait partie c'est ce qui permet de rompre avec l'opacité. Maintenant, cette opacité-là, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là. Et là, actuellement, il y a le phénomène qui se produit est fantastique du point de vue de la recherche. Là, si vous êtes chercheur, là, parce que il y a tellement de choses qui changent en même temps. Puis étudier la société, c'est pas uniquement étudier ce qui est stable, c'est beaucoup étudier ce qui change. Et là, on est dans des contextes fluides, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont se dégripper parce que on recompose l'ensemble de la pratique dans le domaine. Et là, beaucoup de choses, et avant que ça se regrippe, il y a une période de flou qui peut être assez longue, avant qu'il se recrée de nouveaux standards dans la pratique. Les standards qui sont fondés sur une pratique, justement, qui tient compte de ce que les outils, eux, peuvent amener, de ce que ces outils-là peuvent amener. Ça pose des problèmes au plan de la responsabilité professionnelle sur un autre aspect. Et on l'a travaillé à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. On a posé un rapport sur la responsabilité professionnelle par rapport à l'IA. Peut-être savoir la situation dans laquelle le professionnel se retrouve, s'il utilise l'intelligence artificielle, en quoi il engage sa responsabilité. Mais en quoi il engage sa responsabilité si un outil existe et qu'il ne l'utilise pas? Alors, vous comprenez la difficulté dans laquelle ça nous met. Il est responsable si l'outil existe, qui pourrait servir son client, etc., et qu'il ne l'utilise pas, puis il est responsable s'il s'en sert, puis il s'en sert mal. Ça vient d'élargir considérablement la difficulté de savoir on s'en sert ou on s'en sert pas, parce que les deux cas ont engagé sa responsabilité. Et là, je pense que aussi, sur le plan déontologique, il y aura une réflexion à tenir là-dessus. Le grand problème des outils devant lesquels on est, je vais le dire bien simplement, c'est la paresse. Le grand risque, c'est la paresse. Alors, c'est une question qu'on a posée ou qu'on s'est posée avec ces juges lorsque l'idée de la justice prédictive s'est posée. Est-ce que, en prenant compte de l'ensemble des décisions prises sur une certaine question en matière d'accident automobile, en matière de responsabilité, en matière d'assurance, est-ce qu'on pourrait remplacer un juge par une machine qui pourrait dire, voilà comment d'habitude on règle cette question-là? Et là, c'était la première question. Alors, tous les juges étaient plus ou moins étaient inquiets de ça. Il y a des mouvements de toge, là. Mais il y avait un deuxième problème qui est d'un autre ordre. C'est-à-dire que si ces outils-là fonctionnent, qui les a définis? Est-ce que vous, les juges, vous allez avoir mis le temps qu'il fallait pour contribuer à la définition de cet algorithme-là? Vous allez laisser les autres les définir pour vous. Puis, dernière chose, si jamais ça fonctionne, ces systèmes de prédiction, qu'on dit qu'à 80% des cas, les juges ont décidé plutôt comme ci, plutôt comme ça. Est-ce que vous allez vous asseoir là-dessus pour prendre la même décision, la paresse, ou est-ce que vous allez faire votre job? C'est-à-dire établir quelle est la meilleure décision possible dans ce cas-ci, en autant qu'elle se justifie juridiquement. Et bien, ça va être la même chose pour le conseil financier ou en matière d'assurance, tout autre service de cette nature. Est-ce que vous allez laisser la machine faire le travail, vous allez vous en servir pour réfléchir? Est-ce que c'est une machine qui va vous aider à penser ou une machine qui va vous empêcher de penser? Et c'est là aussi que l'authenticité, ou en tout cas cette règle, le fait que vous êtes un humain pensant fait la différence. Sinon, c'est vrai, on n'a plus besoin de tous ceux qui nous proposent un conseil qu'une machine peut nous donner. Parce que de toute façon, ce qu'on va recevoir, c'est ce que la machine nous aura donné, ce qu'on paierait pour avoir. Alors, ça va poser carrément cette question-là. Et là, c'est une question, on a dit, il faut aborder ces choses dans une perspective critique
Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche derrière. Et ceux qui composent les algorithmes ne peuvent pas vous expliquer quel résultat ça donne à la fin. Parce que la machine se forme elle-même au fur et à mesure qu'elle puise dans les données. De sorte que même ceux qui conçoivent ces algorithmes-là n'ont aucune idée du résultat que ça va donner 2 ans plus tard, 4 ans plus tard, sans compter l'autre difficulté, c'est que si on confirme constamment ce que la machine propose, on finit par l'alimenter de décisions qui, au départ, nous amènent vers 80% d'une décision dans le même sens, puis 2 ans plus tard, c'est 90%, puis à la fin, c'est 100%. Parce que la machine apprend d'elle-même à répéter une décision, donner toujours le même conseil, et plus on va vers ça, moins on a besoin d'humains. Ou du moins, plus les humains risquent de disparaître de l'équation. Donc, ça, c'est, quand on dit l'aborder d'une perspective critique, je trouve pas ça facile. Parce que qu'est-ce qu'un conseiller financier connaît vraiment des mécaniques qui sont derrière? On travaille avec le résultat. Et donc, oui, il faut peut-être avoir un certain sens critique dans l'usage, mais je crois que les organismes d'autoréglementation, les organismes de contrôle, les organismes de réglementation ont des obligations là-dedans aussi. C'est-à-dire, quels sont les mécanismes, quels sont les outils, quelles sont les plateformes, quels sont les qui sont sécuritaires. Et dans le fond, pas laisser nécessairement le marché libre à n'importe quelle proposition de conseil. Et que peut-être que l'AMF, peut-être que les deux chambres ont une responsabilité, ou les organismes chargés de la planification financière ont des responsabilités vis-à-vis de leurs membres et vis-à-vis du public de conseiller l'usage de certains de ces outils-là plutôt que d'autres, puis de les tester. Parce que sinon, évidemment, chacun de ceux qui agissent dans le domaine vont devoir faire leur choix par eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la capacité ni les moyens de pouvoir évaluer la valeur réelle et la qualité réelle d'un outil par rapport à un autre. Et là, il y a un nouveau rôle, je pense, pour les organismes d'autorégulation. Il y a un nouveau rôle pour les organismes de contrôle. Il faut leur voir comment est-ce que ce nouveau rôle-là va pouvoir être joué. Puis là, évidemment, on tombe dans un monde qu'on ne connaît pas encore. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre sur le plan, je dirais, du contrôle du domaine. Puis, une dernière chose, peut-être, parce que j'ai un paquet d'autres points, mais peut-être qu'on finit par se répéter à un moment donné. C'est toujours cette question sur la littératie. Je ne sais pas hier à la rencontre d'AMS, parce que ça fait du temps qu'il rencontre dans la journée. Mais tout de même, on travaille sur les questions de la littératie en matière juridique. En essayant de se demander comment la loi doit être écrite pour être bien comprise par les gens auxquels la loi est destinée. Et honnêtement, le droit, c'est tellement compliqué, les concepts qu'on utilise sont tellement standardisés que ça devient très compliqué de dire où on va écrire la loi tout simplement. C'est pas facile d'écrire là-dessus. On y arrive. Ils sont moins compliqués, il y a moins de termes superfétatoires, il y a moins de... Mais il y a une limite à la simplification du discours juridique. En conséquence de quoi, il y a une limite à ce qu'on peut espérer développer de la littératie chez les citoyens. Si on veut vraiment développer de la littératie, c'est des opérations sur 10, 15, 20 ans. Ça ne se développe pas comme ça, la littératie. Le premier problème de littératie, c'est pas la littératie financière, c'est la littératie. On part de loin. Et en attendant ça, là, si jamais on réussissait à développer ça dans 20 ans ou sur 20 ans, qu'est-ce qu'on fait d'ici 20 ans pendant ce temps-là? Je crois que les enjeux de communication là, et actuellement, quand on donne une conférence dans n'importe quel milieu, c'est d'utiliser les images les plus simples possibles, puis c'est des dessins. C'est des caricatures, c'est des photos. J'arrête là, les grands splashes, puis il y a des mots. Je le fais plus. Et je crois qu'il faut réfléchir de plus en plus dans ces termes-là. La bande dessinée, à ce moment-là, on arrête de les former sur un contenu complexe, on les forme à comprendre la caricature. C'est pas mal plus facile que de commencer à les former à comprendre tout ce qui devrait être pris en compte pour comprendre ce qu'est la caricature. Et là, il y a quelque chose à réfléchir sur nos modes de communication. Je pense qu'on est équipé pour faire ça, mais il faut le définir dans ces termes-là. On n'ose pas faire ça parce qu'on ne sera pas pris au sérieux et que dans le fond, on est mieux de faire un truc compliqué en 4 pages, tout est détaillé. Je pense que c'est une erreur, il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres modes de communication. Et donc, ne pas nécessairement prendre pour acquis qu'on peut développer facilement une compréhension d'un secteur qui va devenir de plus en plus compliqué. C'est pas seulement parce qu'il est compliqué, il va devenir de plus en plus compliqué. Tout autre mode de communication pour l'avenir. Et qui frappe, en fait, là, que les gens peuvent dire, ah ouais, c'est vrai. On arrive à faire ci, je pense qu'on va faire de la bonne communication. Et
qu'on va contourner une difficulté là, qui est presque indépassable autrement sur la compétence financière des citoyens, qui est une chose qui ne peut s'acquérir d'ailleurs que par l'expérience même de l'activité financière. C'est une chose qui a été conclue à partir de l'indice sur lequel on a travaillé, de littératie financière appliquée. Les gens apprennent, des fois, mon père disait, ah, Pierre, tu vas apprendre à coup de pied dans le derrière. Puis c'est assez vrai. C'est des erreurs qu'on fait qui y en a qui coûtent cher. Alors, comment est-ce qu'on évite ça? C'est d'abord en prenant les gens qui sont prêts à écouter quelque chose, à être informés, parce qu'on les produit, parce qu'on les service. Au moment où ils acquièrent ce produit-là, là, les conseillers sont centraux là-dedans. Quand c'est la première fois que quelqu'un achète une hypothèque, surtout quand c'est la première fois que quelqu'un achète une assurance, ce moment-là est sacré, hein, d'une certaine façon. Tout ce qui va être appris dans ce contexte-là va être pour toi. Et ça peut se faire dans des formes simples, et je crois que de plus en plus, c'est cette simplicité-là vers laquelle il faut aller. Peut-être que ça n'est pas complètement satisfaisant pour l'esprit. On aimerait que tout le monde arrive et puis devienne un juriste pour les juristes et puis un expert des questions financières pour les conseillers financiers. C'est tellement plus simple. Parce que là, c'est plus facile de parler à quelqu'un qui comprend déjà de quoi on parle. Je pense qu'il faudra accepter de réfléchir autrement à ces questions de communication commerciale financière, comme on le fait en droit de plus en plus. On a comme accepté, il a fallu qu'on accepte. C'est compliqué. Donc, il faut le dire tout simplement. OK, alors c'est ce que j'avais pris comme note. Ça ne fait pas le tour de tout, évidemment. Et je suis content, en fait, que ça ne fasse pas tout le tour, pas tout le tour, parce que ça prouve l'intérêt de la richesse de ce qui a été dit ce matin. Moi, j'ai pris plein de notes. J'espère que vous avez fait la même chose. Merci.